L'Aiguille creuse. Une aventure d'Arsène Lupin, écrite par Maurice Leblanc. Chapitre 3. Le cadavre. Vers 6 heures du soir, ces opérations terminées, M. Filleul attendait, en compagnie de son greffier, M. Brédoux, la voiture qui devait le ramener à Dieppe. Il paraissait agité, nerveux. Par 2 fois, il demanda « Vous n'avez pas aperçu le jeune Beautrelet ?»« Ma foi, non, monsieur le juge. »« Où diable peut-il être ? On ne l'a pas vu de la journée. » Soudain, il eut une idée, confia son portefeuille à Brédoux, fit en courant le tour du château et se dirigea vers les ruines. Près de la grande arcade, à plat ventre sur le sol tapissé des longues aiguilles de pin, un de ses bras repliés sous la tête, Isidore semblait assoupi. « Hé, quoi ? Que devenez-vous, jeune homme ? Vous dormez ?»« Je ne dors pas, je réfléchis. » « Il s'agit bien de réfléchir. Il faut voir d'abord. Il faut étudier les faits, chercher les indices, établir les points de repère. C'est après que, par la réflexion, on coordonne tout cela et que l'on découvre la vérité. Oui, je sais, c'est la méthode usuelle, la bonne sans doute. Moi, j'en ai une autre. Je réfléchis d'abord. Je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Puis j'imagine une hypothèse raisonnable, logique, en accord avec cette idée générale. Et c'est après, seulement, que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse. Drôle de méthode, et rudement compliquée. Méthode sûre, monsieur Filleul, tandis que la vôtre ne l'est pas. Allons donc, les faits sont les faits. Avec des adversaires quelconques, oui, mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses, les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête, il fut libre, lui, de les disposer à son gré. Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme comme Lupin, où cela peut vous conduire, vers quelles erreurs et quelles inepties. Sholmès lui-même est tombé dans le piège. Arsène Lupin est mort. Soit, mais sa bande reste, et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes. Monsieur Filleul prit Isidore par le bras et l'entraînant. Des mots, jeune homme, voici ce qui est le plus important. Écoutez bien. Ganimard, retenu à Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quelques jours. D'autre part, le comte de Gesvres a télégraphié à Herlock Sholmès, lequel a promis son concours pour la semaine prochaine. Jeune homme, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque gloire à dire à ces 2 célébrités, le jour de leur arrivée ? 1000 regrets, chers messieurs, mais nous n'avons pas pu attendre davantage. La besogne est finie. Il était impossible de confesser son impuissance avec plus d'ingéniosité que ne le faisait ce bon monsieur Filleul. Beautrelet réprima un sourire et, affectant d'être dupe, répondit. « Je vous avouerai, monsieur le juge d'instruction, que, si je n'ai pas assisté tantôt à votre enquête, c'était dans l'espoir que vous consentiriez à m'en communiquer les résultats. Voyons, que savez-vous ? » Eh bien, voici. Hier soir, à 11h, les 3 gendarmes que le brigadier Quevillon avait laissés de faction au château recevaient dudit brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Ouville, où se trouve leur brigade. Ils montèrent aussitôt à cheval, et quand ils arrivèrent, ils constatèrent qu'ils avaient été joués, que l'ordre était faux et qu'ils n'avaient plus qu'à retourner à Embrumésie. C'est ce qu'ils firent, sous la conduite du brigadier. Mais leur absence avait duré 1h30, et pendant ce temps, le crime avait été commis. Dans quelles conditions ? Dans les conditions les plus simples. Une échelle empruntée au bâtiment de la ferme fut apposée contre le second étage du château. Un carreau fut découpé, une fenêtre ouverte. 2 hommes, munis d'une lanterne sourde, pénétrèrent dans la chambre de mademoiselle de Gesvres et la bâillonnèrent avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler. Puis, l'ayant attachée avec des cordes, ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre où dormait mademoiselle de Saint-Véran. Mademoiselle de Gesvres entendit un gémissement étouffé, puis le bruit d'une personne qui se débat. 1 minute plus tard, elle aperçut les 2 hommes qui portaient sa cousine également liée et bâillonnée. Ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre. Épuisée, terrifiée, mademoiselle de Gesvres s'évanouit. Mais les chiens, monsieur de Gesvres n'avait-il pas acheté 2 molosses ? On les a retrouvés morts, empoisonnés. Mais par qui ? Personne ne pouvait les approcher. Mystère. Toujours est-il que les 2 hommes ont traversé sans encombre les ruines et sont sortis par la fameuse petite porte. Ils ont franchi le bois taillis en contournant les anciennes carrières. Ce n'est qu'à 500 mètres du château, au pied de l'arbre appelé le Gros Chêne, qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont mis leur projet à exécution. Pourquoi, s'ils étaient venus avec l'intention de tuer mademoiselle de Saint-Véran, ne l'ont-ils pas frappée dans sa chambre ? Je ne sais. Peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château. Peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens. Ainsi, pour moi, l'écharpe ramassée avait servi à lui attacher les poignets. En tout cas, c'est au pied du Gros Chêne qu'ils l'ont frappé. Les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables. Mais le corps n'a pas été retrouvé, ce qui d'ailleurs ne saurait nous surprendre outre mesure.
La piste suivie m'a conduit, en effet, jusqu'à l'église de Varangeville, à l'ancien cimetière suspendu au sommet de la falaise. Là, c'est le précipice, un gouffre de plus de 100 mètres. Et, en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève. Évidemment, tout cela est fort simple. Oui, tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas. Lupin est mort, ses complices l'ont appris, et pour se venger, ainsi qu'il l'avait écrit, ils ont assassiné mademoiselle de Saint-Véran. Ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés. Mais Lupin... Lupin? Oui. Qu'est-il devenu? Tout probablement, ses complices ont enlevé son cadavre en même temps qu'ils apportaient la jeune fille. Mais quelle preuve avons-nous de cet enlèvement? Aucune. Pas plus que de son séjour dans les ruines. Pas plus que de sa mort ou de sa vie. Et c'est là tout le mystère, mon cher Beautrelet. Le meurtre de mademoiselle Raymonde n'est pas un dénouement. Au contraire, c'est une complication. Que s'est-il passé depuis 2 mois au château d'Ambrumésie? Si nous ne défrichons pas cette énigme, d'autres vont venir, qui nous brûleront la politesse. Quel jour vont-ils venir, ces autres? Mercredi, mardi peut-être. Beautrelet sembla faire un calcul, puis déclara. « Monsieur le juge d'instruction, nous sommes aujourd'hui samedi. Je dois rentrer au lycée lundi soir. Eh bien, lundi matin, si vous voulez être ici à 10 heures, je tâcherai de vous le révéler, le mot de l'énigme. » Vraiment, monsieur Beautrelet, vous croyez? Vous êtes sûr? Je l'espère, du moins. Et maintenant, où allez-vous? Je vais voir si les faits veulent bien s'accommoder à l'idée générale que je commence à discerner. Et s'ils ne s'accommodent pas? Eh bien, monsieur le juge d'instruction, ce sont eux qui auront tort, dit Beautrelet en riant, et j'en chercherai d'autres plus dociles. À lundi, n'est-ce pas? À lundi. Quelques minutes après, monsieur Filleul roulait vers Dieppe, tandis qu'Isidore, muni d'une bicyclette que lui avait prêtée le comte de Gesvres, filait sur la route de Hyerville et de Caudebec-en-Caux. Il y avait un point sur lequel le jeune homme tenait à se faire avant tout une opinion nette, parce que ce point lui semblait justement le point faible de l'ennemi. On n'escamote pas des objets de la dimension des 4 Rubens. Il fallait qu'ils fussent quelque part. S'il était impossible pour le moment de les retrouver, ne pouvait-on connaître le chemin par où ils avaient disparu? L'hypothèse de Beautrelet était celle-ci. L'automobile avait bien emporté les 4 tableaux, mais avant d'arriver à Caudebec, elle les avait déchargés sur une autre automobile qui avait traversé la Seine en amont ou en aval de Caudebec. En aval, le premier bac était celui de Quillebeuf, passage fréquenté, par conséquent dangereux. En amont, il y avait le bac de la Mailleraie, gros bourg isolé, en dehors de toute communication. Vers minuit, Isidore avait franchi les 18 lieues qui le séparaient de la Mailleraie et frappé à la porte d'une auberge située au bord de l'eau. Il y couchait, et dès le matin, interrogeait les matelots du bac. On consulta le livre des passagers. Aucune automobile n'avait passé le jeudi 23 avril. Alors, une voiture à chevaux? Insinua Beautrelet. Une charrette? Un fourgon? Non plus. Toute la matinée, Isidore s'enquit. Il allait partir pour Quillebeuf quand le garçon de l'auberge où il avait couché lui dit « Ce matin-là, j'arrivais de mes 13 jours et j'ai bien vu une charrette, mais elle n'est pas passée. » Comment? Non, on l'a déchargée sur une sorte de bateau plat, de péniche comme ils disent, qui était amarré au quai. Et cette charrette, d'où venait-elle? Oh, je l'ai bien reconnue, c'était à maître Vatinel, le charretier. Qui demeure? Au hameau de Louveteau. Beautrelet regarda sa carte d'état-major. Le hameau de Louveteau était situé au carrefour de la route d'Yvetot à Caudebec et d'une petite route tortueuse qui s'en venait à travers les bois jusqu'à la Mailleraie. Ce n'est qu'à 6 heures du soir qu'Isidore réussit à découvrir dans un cabaret maître Vatinel, un de ces vieux Normands finauds qui se tiennent toujours sur leur garde, qui se méfient de l'étranger, mais qui ne savent pas résister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence de quelques petits verres. « Ben oui, monsieur, ce matin-là, les gens à l'automobile m'avaient donné rendez-vous à 5 heures au carrefour. Ils m'ont remis 4 grandes machines, hautes comme ça. Il y en a un qui m'a accompagné, et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche. Vous parlez d'eux comme si vous les connaissiez déjà. Je vous crois que je les connaissais. C'était la 6e fois que je travaillais pour eux. » Isidore tressaillit. « Vous dites la 6e fois? Et depuis quand? » « Mais tous les jours d'avant, celui-là, parbleu. Mais alors, c'était d'autres machines, des gros morceaux de pierre, ou bien des plus petites assez longues qu'ils avaient enveloppées et qu'ils portaient comme le Saint-Sacrement. Ah, fallait pas y toucher à celle-là. Et qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout blanc. » Ce n'est rien, la chaleur. Beautrelet sortit en titubant. La joie, l'imprévu de la découverte l'étourdissait. Il s'en retourna tout tranquillement, coucha le soir au village de Varangeville, passa, le lendemain matin, 1 heure à la mairie avec l'instituteur, et revint au château. Une lettre l'y attendait, au bon soin de monsieur le comte de Gesvres. Elle contenait ces lignes.
Deuxième avertissement. Tais-toi. Sinon... Allons, murmura-t-il. Il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle. Sinon, comme ils disent... Il était 9 heures. Il se promena parmi les ruines, puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux. Eh bien, jeune homme, êtes-vous content de votre campagne ? C'était Monsieur Filleul, qui arrivait à l'heure fixée. Enchanté, monsieur le juge d'instruction. Ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse, malgré cette lettre qui ne m'y engage guère. Il montra la lettre à Monsieur Filleul. Bah, des histoires, s'écria celui-ci. Et j'espère que cela ne vous empêchera pas de vous dire ce que je sais ? Non, monsieur le juge d'instruction. J'ai promis, je tiendrai. Avant 10 minutes, nous saurons une partie de la vérité. Une partie ? Pas tout le problème. Mais pour la suite, nous verrons. Monsieur Beautrelet, rien ne m'étonne de votre part. Mais comment avez-vous pu découvrir ? Oh, tout naturellement. Il y a dans la lettre du sieur Arlington à monsieur Étienne de Vaudreix, ou plutôt Lupin, la lettre interceptée ? Oui. Il y a une phrase qui m'a toujours intrigué. C'est celle-ci. À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste. Si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. En effet, je me souviens. Quel était ce reste ? Un objet d'art ? Une curiosité ? Le château n'offrait rien de précieux que les rubans et les tapisseries. Des bijoux ? Il y en a fort peu et de valeur médiocre. Alors quoi ? Et, d'autre part, pouvait-on admettre que des gens comme Lupin, d'une habileté aussi prodigieuse, n'eussent pas réussi à joindre en l'envoi ce reste, qu'ils avaient évidemment proposé ? Entreprise difficile, c'est probable. Exceptionnelle, soit. Mais possible, donc certaine, puisque Lupin le voulait. Cependant, il a échoué. Rien n'a disparu. Il n'a pas échoué. Quelque chose a disparu. Oui, les Rubens, mais... Les Rubens et autre chose. Quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique, comme on a fait pour les Rubens. Quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, de plus rare et de plus précieux que les Rubens. Enfin, quoi, vous me faites languir. Tout en marchant à travers les ruines, les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la chapelle Dieu. Beautrelet s'arrêta. Vous voulez le savoir, monsieur le juge d'instruction ? Si je le veux. Beautrelet avait une canne à la main, un bâton solide et noueux. Brusquement, d'un revers de cette canne, il fit sauter en éclats l'une des statuettes qui ornaient le portail de la chapelle. « Mais vous êtes fou !» clama Filleul, hors de lui, et en se précipitant vers les morceaux de la statuette. « Vous êtes fou ! Ce vieux saint était admirable !»« Admirable !» proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jeta bas la Vierge Marie. Monsieur Filleul l'empoigna à bras-le-corps. « Jeune homme, je ne vous laisserai pas commettre !» Un roi mage encore voltigea, puis une crèche avec l'enfant Jésus. Un mouvement de plus et je tire. Le comte de Gesvres était survenu et armait son revolver. Beautrelet éclata de rire. Tirez donc là-dessus, monsieur le comte, tirez là-dessus, comme à la foire. Tenez, ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main. Le saint Jean-Baptiste sauta. Ah, fit le comte, en braquant son revolver, une telle profanation, de pareils chefs-d'œuvre. Du toc, monsieur le comte. Quoi ? Que dites-vous ? Hurla monsieur Filleul, tout en désarmant le comte. Du toc, du carton-pâte. Ah, ça, est-ce possible ? Du soufflet, du vide, du néant. Le comte se baissa et ramassa un débris de statuette. Regardez bien, monsieur le comte, du plâtre patiné, moisi, verdi comme de la pierre ancienne, mais du plâtre, des moulages de plâtre. Voilà tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre. Voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours. Voilà ce que le sieur Charpenay, le copiste des Rubens, a préparé il y a 1 an. À son tour, il saisit le bras de monsieur Filleul. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'instruction ? Est-ce beau ? Est-ce énorme ? Gigantesque ? La chapelle enlevée. Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre. Tout un peuple de statuettes, captivés et remplacés par des bonhommes en stuc. Un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable. Confisqué. La chapelle Dieu, enfin, volée. N'est-ce pas formidable ? Ah, monsieur le juge d'instruction, quel génie que cet homme. Vous vous emballez, monsieur Beautrelet. On ne s'emballe jamais trop, monsieur, quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire. Et celui-là plane au-dessus de tout. Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse et une désinvolture qui me donnent le frisson. Dommage qu'il soit mort, ricana monsieur Filleul, sans quoi il eût fini par voler les tours de Notre-Dame. Isidore haussa les épaules. Ne riez pas, monsieur. Même mort, celui-là vous bouleverse. Je ne dis pas, monsieur Beautrelet, et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler.
si toutefois ses camarades n'ont pas fait disparaître son cadavre. Et en attendant surtout, remarqua le comte de Gesvres, que ce fut bien lui que blessa ma pauvre nièce. Ce fut bien lui, monsieur le comte, affirma Beautrelet. Ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira mademoiselle de Saint-Véran. Ce fut lui qu'elle vit se relever, et qui retomba encore, et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois, cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure, et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre, qui devait être son tombeau. Et de sa canne, il frappa le seuil de la chapelle. Hein? Quoi? S'écria M. Filleul, stupéfait. Son tombeau? Vous croyez que cette impénétrable cachette? Elle se trouve ici, là, répéta-t-il. Mais nous l'avons fouillée. Mal. Il n'y a pas de cachette ici, protesta M. de Gesvres. Je connais la chapelle. Si, monsieur le comte, il y en a une. Allez à la mairie de Varangeville, où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'Ambrumésie, et vous apprendrez, par ces papiers datés du XVIIIe siècle, qu'il existait sous la chapelle une crypte. Cette crypte remonte, sans doute, à la chapelle romane, sur l'emplacement de laquelle celle-ci fut construite. Mais comment Lupin aurait-il connu ce détail? Demanda M. Filleul. D'une façon fort simple, par les travaux qu'il dut exécuter pour enlever la chapelle. Voyons, monsieur Beautrelet, vous exagérez. Il n'a pas enlevé toute la chapelle. Tenez, aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée. Évidemment, il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique, les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes et des ogives ciselées. Il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice. Les fondations restent. Par conséquent, monsieur Beautrelet, Lupin n'a pas pu pénétrer jusqu'à la crypte. À ce moment, monsieur de Gesvres, qui avait appelé l'un de ses domestiques, revenait avec la clé de la chapelle. Il ouvrit la porte. Les trois hommes entrèrent. Après un instant d'examen, Beautrelet reprit. Les dalles du sol, comme de raison, ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître-autel n'est plus qu'un moulage. Or, généralement, l'escalier qui descend aux cryptes s'ouvre devant le maître-autel et passe sous lui. Vous en concluez? J'en conclus que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte. À l'aide d'une pioche que le comte envoya chercher, Beautrelet attaqua l'autel. Les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche. « Fichtre !» murmura M. Filleul. « J'ai hâte de savoir. »« Moi aussi, » dit Beautrelet, dont le visage était pâle d'angoisse. Il précipita ses coups, et soudain, sa pioche qui, jusqu'ici, n'avait point rencontré de résistance, se heurta à une matière plus dure, et rebondit. On entendit comme un bruit d'éboulement, et ce qui restait de l'autel s'abîma dans le vide, à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé. Beautrelet se pencha. Il fit flamber une allumette et la promena sur le vide. L'escalier commence plus en avant que je ne pensais, sous les dalles de l'entrée presque. J'aperçois les dernières marches. Est-ce profond? 3 ou 4 mètres. Les marches sont très hautes, et il en manque. Il n'est pas vraisemblable, dit M. Filleul, que pendant la courte absence des 3 gendarmes, alors qu'on enlevait mademoiselle de Saint-Véran, il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette cave. Et puis, pourquoi l'eussent-ils fait d'ailleurs? Non, pour moi, il est là. Un domestique leur apporta une échelle que Beautrelet introduisit dans l'excavation et qu'il planta, en tâtonnant, parmi les décombres tombés. Puis il en maintint vigoureusement les 2 montants. « Voulez-vous descendre, monsieur Filleul ?» Le juge d'instruction, muni d'une bougie, s'aventura. Le comte de Gesvres le suivit. À son tour, Beautrelet posa le pied sur le premier échelon. Il y en avait 18 qu'il compta machinalement, tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres. Mais, en bas, une odeur violente, immonde, le heurta. Une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir, par la suite, vous obsède. Oh, cette odeur! Il en eut le cœur qui chavira. Tout à coup, une main tremblante lui agrippa l'épaule. « Eh bien, quoi? Qu'y a-t-il »« Beautrelet !» balbutia M. Filleul. Il ne pouvait parler, étreint par l'épouvante. « Voyons, monsieur le juge, remettez-vous. »« Beautrelet, il est là. »« Hein ?» ?»« Oui, il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est détachée de l'autel. J'ai poussé la pierre et j'ai touché. Oh, je ne l'oublierai jamais. Où est-il ? De ce côté. Sentez-vous cette odeur ? Et puis, tenez, regardez. » Il avait saisi la bougie et la projeté sur une forme étendue sur le sol. « Oh !» s'exclama Beautrelet avec horreur. Les 3 hommes se courbèrent vivement. À moitié nu, le cadavre s'allongeait, maigre, effrayant. La chair verdâtre, au ton de cire molle, apparaissait par endroits,
entre les vêtements déchiquetés. Et le plus affreux, ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur, c'était la tête. La tête que venait d'écraser le bloc de pierre, la tête informe, masse hideuse où plus rien ne pouvait se distinguer. Quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En 4 enjambées, Beautrelet remonta l'échelle et s'enfuit au grand jour, à l'air libre. Monsieur Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre, les mains collées au visage. Il lui dit « Tous mes compliments, Beautrelet. Outre la découverte de la cachette, il est 2 points où j'ai pu contrôler l'exactitude de vos assertions. Tout d'abord, l'homme sur qui mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Arsène Lupin, comme vous l'avez dit dès le début. De même, c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudreix qu'il vivait à Paris. Le linge est marqué aux initiales EV. Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. » Isidore ne bougeait pas. Monsieur le comte est parti chercher le docteur Jouet, qui fera les constatations d'usage. Pour moi, la mort date de 8 jours au moins. L'état de décomposition du cadavre. Mais vous n'avez pas l'air d'écouter. Si. Ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires. Ainsi, par exemple, Monsieur Filleul continua sa démonstration, sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'intention. Mais le retour de Monsieur de Gesvres interrompit son monologue. Le comte revenait avec 2 lettres. L'une lui annonçait l'arrivée d'Herlock Sholmès pour le lendemain. « À merveille !» s'écria Filleul, tout allègre. « L'inspecteur Ganimard arrive également. Ce sera délicieux. » « Cette autre lettre est pour vous, monsieur le juge d'instruction, » dit le comte. « De mieux en mieux, » reprit monsieur Filleul, après avoir lu. « Ces messieurs, décidément, n'auront pas grand-chose à faire. Beautrelet, on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin, sur les rochers, le cadavre d'une jeune femme. » Beautrelet sursauta. « Que dites-vous ? Le cadavre ? D'une jeune femme, un cadavre affreusement mutilé, précise-t-on, et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité, s'il ne restait au bras droit une petite gourmette d'or, très fine, qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée. Or, mademoiselle de Saint-Véran portait au bras droit une gourmette d'or. Il s'agit donc évidemment de votre malheureuse nièce, monsieur le comte, que la mère aura entraînée jusque-là. Qu'en pensez-vous, Beautrelet ? Rien. Plutôt si. Tout s'enchaîne. Comme vous voyez, il ne manque plus rien à mon argumentation. Tous les faits, un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment. Je ne comprends pas bien. Vous ne tarderez pas à comprendre. Rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière. Mais il me semble... Un peu de patience. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Il fait beau temps. Promenez-vous, déjeunez au château, fumez votre pipe. Moi, je serai de retour vers 4 ou 5 heures. Quant à mon lycée, ma foi, tant pis. Je prendrai le train de minuit. Ils étaient arrivés au commun, derrière le château. Beautrelet sauta à bicyclette et s'éloigna. À Dieppe, il s'arrêta au bureau du journal La Vigie, où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis il partit pour le bourg d'Anvermeux, situé à 10 kilomètres. À Anvermeux, il s'entretint avec le maire, avec le curé, avec le garde champêtre. 3 heures sonnèrent à l'église du bourg. Son enquête était finie. Il revint en chantant d'allégresse. Ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les 2 pédales. Sa poitrine s'ouvrait également à l'air vif qui soufflait de la mer. Et parfois, il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe, en songeant au but qu'il poursuivait et à ses efforts heureux. Embrumésie apparut. Il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château. Les arbres qui bordent le chemin, en quadruple rangée séculaire, semblaient accourir à sa rencontre et s'évanouir aussitôt derrière lui. Et, tout à coup, il poussa un cri. Dans une vision soudaine, il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre, en travers de la route. La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté en avant, avec une violence inouïe, et il eut l'impression qu'un hasard seul, un miraculeux hasard, lui avait fait éviter un tas de cailloux, où logiquement sa tête aurait dû se briser. Il resta quelques secondes étourdi, puis, tout contusionné, les genoux écorchés, il examina les lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où, sans aucun doute, l'agresseur s'était enfui. Beautrelet détacha la corde. À l'arbre de gauche autour duquel elle était attachée, un petit papier était fixé par une ficelle. Il le déplia et le lut. 3e et dernier avertissement. Il rentra au château, posa quelques questions aux domestiques et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée, tout au bout de l'aile droite, où M. Filleul avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations. M. Filleul écrivait, son greffier assis en face de lui. Sur un signe, le greffier sortit, et le juge s'écria. « Mais qu'avez-vous donc, monsieur Beautrelet? Vos mains sont en sang !»« Ce n'est rien, dit le jeune homme. Une simple chute provoquée par cette corde qu'on a tendue devant ma bicyclette. Je vous prierai seulement de remarquer que la dite corde vient du château,
Il n'y a pas plus de 20 minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la buanderie. Est-ce possible? Monsieur, c'est ici même que je suis surveillé, par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place, qui me voit, qui m'entend, et qui, minute par minute, assiste à mes actes et connaît mes intentions. Vous croyez? J'en suis sûr. C'est à vous de le découvrir, et vous n'y aurez pas de peine. Mais pour moi, je veux finir et vous donner les explications promises. J'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient, et je suis persuadé que, de leur côté, ils vont agir avec vigueur. Le cercle se resserre autour de moi. Le péril approche, j'en ai le pressentiment. Voyons, Beautrelet. Bah, on verra bien. Pour l'instant, dépêchons-nous. Et d'abord, une question sur un point que je veux écarter tout de suite. Vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier Quevillon a ramassé et qu'il vous a remis en ma présence. Ma foi, non, à personne. Mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque? Une grande valeur. C'est une idée que j'ai. Une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur aucune preuve, car, jusqu'ici, je n'ai guère réussi à déchiffrer ce document. Aussi, je vous en parle, pour ne plus y revenir. Beautrelet appuya sa main sur celle de M. Filleul, et à voix basse. Taisez-vous, on nous écoute. Le sable craqua. Beautrelet courut vers la fenêtre et se pencha. Il n'y a plus personne, mais la plate-bande est foulée. On relèvera facilement les empreintes. Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir. Vous voyez, monsieur le juge d'instruction, l'ennemi ne prend même plus de précautions. Il n'en a plus le temps. Lui aussi sent que l'heure presse. Hâtons-nous donc, et parlons, puisqu'ils ne veulent pas que je parle. Il posa sur la table le document, et le maintint déplié. Avant tout, une remarque. Il n'y a sur ce papier, en dehors de points, que des chiffres. Et, dans les 3 premières lignes et la 5e, les seules dont nous ayons à nous occuper, car la 4e semble d'une nature tout à fait différente, il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des 5 voyelles, et dans l'ordre alphabétique. Inscrivons le résultat. Il inscrivit sur une feuille à part. Puis il reprit. Comme vous voyez, cela ne donne pas grand-chose. La clé est à la fois très facile, puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres, et les consonnes par des points. Et très difficile, sinon impossible, puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème. Il est de fait qu'il est suffisamment obscur. Essayons de l'éclaircir. La seconde ligne est divisée en 2 parties, et la deuxième partie se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot. Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles ne peuvent logiquement produire qu'un mot, un seul mot, demoiselle. Il s'agirait alors de mademoiselle de Gesvres et de mademoiselle de Saint-Véran, en toute certitude. Et vous ne voyez rien d'autre? Si. Je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne. Et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne, je vois aussitôt qu'entre les 2 diphtongues « et » et « ui », la seule consonne qui puisse remplacer le point est un « g », et que, quand j'ai formé le début de ce mot « aiguille », il est naturel et indispensable que j'arrive avec les 2 points suivants, et le « e » final, au mot « aiguille ». En effet, le mot « aiguille » s'impose. Enfin, pour le dernier mot, j'ai 3 voyelles et 3 consonnes. Je tâtonne encore, j'essaie toutes les lettres les unes après les autres, et, en partant de ce principe que les 2 premières lettres sont des consonnes, je constate que 4 mots peuvent s'adapter. Les mots fleuve, preuve, pleure et creuse. J'élimine les mots fleuve, preuve et pleure, comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille, et je garde le mot creuse. Ce qui fait aiguille creuse. J'admets que votre solution soit juste. Mais en quoi nous avance-t-elle? En rien, dit Beautrelet, d'un ton pensif. En rien, pour le moment. Plus tard, nous verrons. J'ai idée, moi, que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces 2 mots. Aiguille creuse. Ce qui m'occupe, c'est plutôt la matière du document, le papier dont on s'est servi. Fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité? Et puis cette couleur d'ivoire, et ces plis, l'usure de ces 4 plis, et enfin, tenez, ces marques de cire rouge, par derrière. À ce moment, Beautrelet fut interrompu. C'était le greffier Brédoux, qui ouvrait la porte et annonçait l'arrivée subite du procureur général. Monsieur Filleul se leva. « Monsieur le procureur général est en bas ? » ?»« Non, monsieur le juge d'instruction. Monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture. Il ne fait que passer, et il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille. Il n'a qu'un mot à vous dire. »« Bizarre, » murmura monsieur Filleul. « Enfin, nous allons voir. »« Beautrelet, excusez-moi, je vais et je reviens. » Il s'en alla. On entendit ses pas qui s'éloignaient. Alors le greffier ferma la porte, tourna la clé et mit la main dans sa poche. « Eh bien, quoi ?» s'exclama Beautrelet tout surpris. « Que faites-vous? Pourquoi nous enfermer? Ne serons-nous pas mieux pour causer ?» riposta Brédoux. Beautrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine. Il avait compris. Le complice,
C'était Brédoux, le greffier même du juge d'instruction. Brédoux ricana. « Ne vous écorchez pas les doigts, mon jeune ami, j'ai aussi la clé de cette porte. »« Reste la fenêtre !» cria Beautrelet. « Trop tard !» fit Brédoux, qui se campa devant la croisée, le revolver au poing. Toute retraite était coupée. Il n'y avait plus rien à faire. Plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi. Plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace brutale. Isidore, qu'étreignait un sentiment d'angoisse inconnue, se croisa les bras. « Bien !» marmotta le greffier. « Et maintenant, soyons brefs. » Il tira sa montre. « Ce brave monsieur Filleul va cheminer jusqu'à la grille. À la grille, personne, bien entendu. Pas plus de procureur que sur ma main. Alors il s'en reviendra. Cela nous donne environ 4 minutes. Il m'en faut une pour m'échapper par cette fenêtre, filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motocyclette qui m'attend. Reste donc 3 minutes. Cela suffit. » C'était un drôle d'être, contrefait, qui tenait un équilibre sur des jambes très longues et très frêles, un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses. Un visage osseux, un petit front bas, indiquait l'obstination un peu bornée du personnage. Beautrelet chancela, les jambes molles. Il dut s'asseoir. « Parlez, que voulez-vous ?»« Le papier. Voici 3 jours que je le cherche. »« Je ne l'ai pas. »« Tu mens. Quand je suis entré, je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille. »« Après ? Après ? Tu t'engageras à rester bien sage. Tu nous embêtes. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Nous sommes à bout de patience. » Il s'était avancé, le revolver toujours braqué sur le jeune homme, et il parlait sourdement, en martelant ses syllabes, avec un accent d'une incroyable énergie. L'œil était dur, le sourire cruel. Beautrelet frissonna. C'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger. Et quel danger! Il se sentait en face d'un ennemi implacable, d'une force aveugle et irrésistible. « Et après ?» dit-il, la voix étranglée. « Après, rien, tu seras libre. » Un silence. Brédoux reprit. « Plus qu'1 minute, il faut te décider. Allons, mon beau homme, pas de bêtises. Nous sommes les plus forts. Toujours, partout. Vite, le papier. » Isidore ne bronchait pas, livide, terrifié, maître de lui pourtant, et le cerveau lucide, dans la débâcle de ses nerfs. À 20 centimètres de ses yeux, le petit trou noir du revolver s'ouvrait. Le doigt replié pesait visiblement sur la détente. Il suffisait d'un effort encore. « Le papier, » répéta Brédoux. « Sinon... » « Le voici, » dit Beautrelet. Il tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en empara. « Parfait, nous sommes raisonnables. Décidément, il y a quelque chose à faire avec toi. Un peu froussard, mais du bon sens. J'en parlerai aux camarades. Et maintenant, je file. Adieu. » Il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre. Du bruit résonna dans le couloir. « Adieu, » fit-il de nouveau. « Il n'est que temps. » Mais une idée l'arrêta. D'un geste, il vérifia le portefeuille. « Tonnerre !» grinça-t-il. « Le papier n'y est pas. Tu m'as roulé. » Il sauta dans la pièce. 2 coups de feu retentirent. Isidore, à son tour, avait saisi son pistolet et il tirait. « Raté, mon bonhomme !» hurla Brédoux. « Ta main tremble, tu as peur. » Ils s'empoignèrent à bras-le-corps et roulèrent sur le parquet. À la porte, on frappait à coups redoublés. Isidore faiblit, tout de suite dominé par son adversaire. C'était la fin. Une main se leva au-dessus de lui, armée d'un couteau, et s'abattit. Une violente douleur lui brûla l'épaule. Il lâcha prise. Il eut l'impression qu'on fouillait dans sa poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document. Puis, à travers le voile baissé de ses paupières, il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre. Les mêmes journaux qui, le lendemain matin, relataient les derniers épisodes survenus au château d'Ambrumésie, le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raymonde, et enfin le meurtre de Beautrelet par Brédoux, greffier du juge d'instruction, les mêmes journaux annonçaient les 2 nouvelles suivantes. La disparition de Ganimard et l'enlèvement, en plein jour, au cœur de Londres, alors qu'il allait prendre le train pour Douvres, l'enlèvement d'Herlock Sholmès. Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant désorganisé par l'extraordinaire ingéniosité d'un gamin de 17 ans, reprenait l'offensive, et, du premier coup, partout, et sur tous les points, demeurait victorieuse. Les 2 grands adversaires de Lupin, Sholmès et Ganimard, supprimés. Beautrelet, hors de combat, plus personne ne fut capable de lutter contre de tels ennemis.
Fin du 3e chapitre de L'Aiguille creuse, écrit par Maurice Leblanc. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne afin d'être mieux averti de la mise en ligne des prochains chapitres et des prochains livres audio. Vous abonner à la chaîne permet également de soutenir notre travail. En vous remerciant par avance. À bientôt sur Frisson d'hiver.